Il se passe quelque chose d'assez fascinant dans les entreprises en ce moment, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, souvent à l'insu de tous. On l'appelle le shadow AI. Allez, on va décrypter ça ensemble. Alors, pour bien mesurer l'ampleur du sujet, commençons par un chiffre. Un chiffre qui interpelle. 60%. C'est la part des collaborateurs qui, aujourd'hui, utilisent une IA générative sans en parler à leur management. C'est énorme. C'est un phénomène qui se passe vraiment dans l'ombre. Et cet usage non officiel, il porte un nom, le Shadow AI. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les salariés n'attendent plus que leur entreprise leur donne les outils. Non, ils vont les chercher eux-mêmes, ils les adoptent, et de fait, ils inversent complètement le modèle classique où la technologie arrive par le haut. Bon, cette proactivité, c'est super, ça montre de l'innovation, mais évidemment, ce n'est pas sans risque. Et bien souvent, les dangers les plus importants sont ceux qu'on ne voit pas venir. Le premier risque le plus évident, c'est bien sûr la sécurité des données. Et les chiffres sont là pour le prouver. On estime qu'environ un prompt sur 12, une requête sur 12 envoyée à une IA contient des informations sensibles de l'entreprise. C'est une fuite potentielle à chaque utilisation. Mais alors, de quelles données parle-t-on exactement? Quand on regarde dans le détail, c'est assez révélateur. Presque la moitié, ce sont des données clients. Ensuite, on trouve les données des employés, la stratégie interne. Bref, on parle du cœur du réacteur de l'entreprise qui se retrouve potentiellement exposé. Et attention, le risque n'est pas que technique, loin de là. Il est profondément humain. Parce que si chacun commence à travailler dans son coin, avec sa propre IA, c'est toute la collaboration qui en prend un coup. Le partage de connaissances se bloque, et à la fin, c'est l'intelligence collective, la force de l'organisation, qui est menacée. Alors, est-ce que tout est à jeter? Faut-il tout interdire? Non. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Malgré tous ces dangers, le Shadow AI, s'il est bien géré, représente en fait une opportunité assez incroyable, presque contre-intuitive. Regardez ce paradoxe, il est fascinant. On a 80% des projets d'IA qui sont lancés par la direction, de manière officielle, qui n'arrivent pas à passer à l'échelle, qui peinent à être adoptés. Et pendant ce temps-là, le Shadow AI, lui, il se déploie tout seul, de façon organique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il nous montre exactement là où les collaborateurs trouvent de la valeur, tout de suite. Et c'est ça le point absolument crucial à comprendre. Ces pratiques informelles, c'est comme une carte en temps réel des besoins de l'entreprise. C'est une étude de marché, en direct, sans aucun filtre, qui nous dit précisément où l'IA peut avoir le plus gros impact sur la productivité et sur l'innovation. Très bien, on a compris le phénomène. Mais alors concrètement, on fait quoi ? Allons voir comment certaines organisations pionnières ont déjà commencé à transformer ce défi en un véritable avantage stratégique. Premier exemple, celui du Crédit Agricole. Eux, ils ont très vite mis en place ce qu'ils appellent une stratégie d'adoption maîtrisée. C'est simple. D'un côté, on met des mesures de protection claires et de l'autre, on ouvre des espaces d'expérimentation sécurisés, des bacs à sable, pour que les équipes puissent tester, innover sans prendre de risques. Ça a décomplexé l'usage, comme ils disent. Autre cas de figure, chez Believe, une entreprise mondiale de la musique. Là, l'alerte est venue des notes de frais. Les gens achetaient des licences d'IA avec leur propre argent. Ça a mis en lumière une immense diversité de besoins qui allait de la simple productivité bureautique jusqu'à la création artistique pure. Et ça, dans 50 pays différents. Changeons de perspective maintenant avec le point de vue syndical. La CFE-CGC, par exemple, alerte sur le risque de ce qu'ils appellent le shadow learning, c'est-à-dire l'émergence d'experts internes autoproclamés, mais pas forcément certifiés. Et il souligne un autre danger, celui de l'homogénéisation de la pensée. Si tout le monde utilise le même outil, on risque d'avoir les mêmes idées. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces retours d'expérience convergent. On voit se dessiner une véritable méthode pour sortir de la clandestinité et pour transformer ces usages un peu sauvages en un atout collectif et stratégique. Cette méthode, elle se déroule en 3 grandes étapes, qui sont pleines de bon sens. D'abord, piloter, c'est-à-dire observer, comprendre ce que les gens font réellement avec ces outils. Ensuite, partager. Une fois qu'on a identifié les bonnes pratiques, on les diffuse pour créer une culture commune. Et enfin, bien sûr, sécuriser, c'est-à-dire investir dans des solutions d'entreprise qui répondent aux besoins qu'on a identifiés. Au final, au-delà des étapes, c'est vraiment un changement de philosophie. L'idée, ce n'est plus d'interdire, mais de négocier. De co-construire un cadre de confiance, d'ouvrir le dialogue sur l'impact réel de l'IA sur la qualité du travail. Et surtout, de former les gens, pas seulement à écrire un prompt, mais à développer un esprit critique face à ces technologies. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu prospective pour la fin. Aujourd'hui, on parle de shadow IA, d'outils cachés. Mais demain,
avec des IA qui vont devenir de plus en plus personnelles, le vrai défi ne sera peut-être plus de gérer des outils, mais de faire cohabiter l'IA de l'entreprise avec l'écosystème d'IA de chaque collaborateur. Le débat ne fait que commencer.